À la une, sortie de crise en vue, toujours aucune confirmation à 7 heures, mais les collectifs et les élus se sont concertés sur les accords de Guyane, document présenté en ce moment même aux représentants de l'État. Un protocole d'accord devrait donc être bientôt signé. Et pendant ce temps, les blocages ne bougent pas. Les militants mobilisés assurent toujours leur maintien et leur animation. À la Crique Fouillée, ces barragistes restent connectés aux médias dans l'attente des annonces du collectif. Ambiance à suivre. Enfin, la CACL votait ce matin 94 millions d'euros de budget, une hausse d'environ 50% par rapport à l'an passé. Objectif, selon la présidente, renforcer l'investissement, mais les taxes diminuent sur les budgets des ménages. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les sessions de travail se sont intensifiées ces dernières 24 heures autour du nouveau document réunissant les propositions du collectif pour la Guyane décollée. Cet après-midi, élus et membres du collectif se sont retrouvés pour valider leur version de ces accords de Guyane avant de les présenter au gouvernement. Une réunion fructueuse que nous raconte Natacha Maltagan. La réunion entre les élus de la CTG et le collectif pour la Guyane décollée aura duré 1h30. Un point principal était en discussion. Il figure en page 7 des accords de Guyane. Le gouvernement pourra être saisi par le congrès des élus pour un projet d'évolution statutaire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le congrès pour lancer les travaux généraux du territoire. D'accord? C'est juste pour lancer les travaux, pour que toute la population soit consultée dans la réunion du territoire, qui va se commenter leurs demandes et leurs propositions. Ça, c'est la priorité. In fine de ce travail-là, le projet sera finalisé. C'est à ce moment-là seulement, une fois ça abouti, que nous verrons la question statutaire. Aucun calendrier n'a été communiqué durant cette réunion. Demain, lors de la plénière qui sera consacrée au vote du budget, une commission ad hoc sera chargée de préciser ce calendrier. Le Congrès devra aborder le projet de société et à travers le projet de société, il devra définir, on va dire, l'analyse des évolutions statutaires. 73, 74, 72, sui generis. Mais on en est loin pour l'instant. Pour l'instant, ce que les Guyanais attendent, c'est que véritablement on leur présente le projet de société qui crée de l'emploi, qui crée de la dynamique, qui favorise la multi-ethnicité du territoire, la multiculturalité et permettent enfin à ce que nos potentialités puissent être développées. Les représentants des socioprofessionnels ont ensuite pris la parole pour faire part de leurs doléances. Il faut que absolument, vous, Monsieur le Président, vous trouviez une solution. Laquelle, je ne sais pas, mais il faut s'il le faut qu'on puisse se voir ensemble avec l'ensemble des filières pour que les petites entreprises guyanaises puissent pouvoir exécuter ces travaux et pouvoir capter cette manne financière. Parce que si nous continuons comme ça, je pense que toutes les entreprises guyanaises sont amenées à disparaître. Le président de la CTG a promis la transparence sur les appels d'offres et a assuré que les petites entreprises auraient leur part du gâteau. Une journée ville morte avait été décrétée par le collectif pour la Guyane décollée, opération symbolique en attendant les dernières mises au point avant signature finale des accords de Guyane. La vie semble pourtant avoir repris son cours depuis plusieurs jours en dépit des barrages. Certains services publics ont d'ores et déjà repris le travail et la plupart des commerces non entravés sont également ouverts. Une sensible reprise vécue comme un soulagement. C'est en tout cas ce qu'ils ont confié au micro d'Ayodele Gerba. On a beaucoup de choses qui se passent en Guyane qui c'est pas bon. Mais je comprends que c'est pas bon, mais je suis obligée de faire tout ça. Je vis parce que si je n'ouvre, je n'ai pas d'argent, pas de choses pour payer beaucoup de choses. Hein. Depuis une semaine, j'ouvre. Et depuis la grève, on est fermé. Et c'est cette semaine que j'ai rouvert. Vu que ma responsable n'est pas là, c'est moi qui gère à sa place. Et moi, personnellement, je n'étais pas au courant qu'il y avait ville morte aujourd'hui. Si on était au courant, comme d'habitude, à la télé, sur Facebook, j'aurais suivi le mouvement, comme à chaque fois. Mais là, on n'était pas du tout au courant. On aurait pu fermer pendant 2 heures, même 1 heure. Mais après, j'aurais rouvert parce qu'on est resté quand même 3 semaines, presque 1 mois, sans travailler. On avait des ordres d'un collectif, des ordres différents d'un autre collectif. Oui, c'était pas clair. On ne savait pas sur quel pied danser. On a soutenu tant qu'on pouvait, mais on a des charges, on a aussi des employés, on a des gens à payer. C'est plus possible pour nous de rester, même par solidarité, parce que sinon ça va être la clé sous la porte et ce sera le personnel et tout le monde qui va en pâtir. Le suspense plane toujours.
jours sur leur levée, les barrages restent en place pour le moment. Ces nouveaux QG et lieux de vie tenus par des militants. Autour d'une organisation précise, les barragistes ont su se relayer pendant déjà près d'un mois pour assurer leur maintien et montrer leur solidarité avec le mouvement social. Une action qu'ils se disent prêts à renouveler jusqu'à obtention de réponses viables de la part du gouvernement. Charlotte Fleury. En attendant les résultats des négociations, l'ambiance sur le barrage de la Crique Fouillée semble au beau fixe. Comme toute la population, les personnes présentes sur les piquets sont dans l'attente. L'état d'esprit est très relatif, très décontracté. C'est-à-dire que nous sommes très détendus, on attend les résultats et que ça soit bien fait, quoi. Nous écoutons les nouvelles un petit peu à la radio pour savoir si nous arrivons vraiment en fin de conflit, parce que c'est le souhait de tout un chacun, et afin que les barrages soient levés et que le pays reprenne sa vie et que l'économie du pays en tout cas redémarre. Ces négociations pourraient permettre d'aboutir à la fin de ce long combat. Bien que mobilisés, beaucoup espèrent une sortie de crise, symbolisée par la levée des barrages. Le combat il a été très long, je dirais que ça fait un mois, que ça dure un mois que nous sommes sur les barrages. Ce n'était pas une partie de plaisir. En tout cas, j'espère qu'après toute cette histoire, la Guyane sera sortie grandie et que nous aurons une belle Guyane. Mais enfin, le combat n'est pas terminé, il y a encore d'autres choses à faire. Mais là, enfin, on aura déjà bien avancé. Cependant, si les réponses ne sont pas concluantes, les manifestants sont prêts à continuer le combat. Pour moi, tant qu'on n'a pas ce qu'on obtient, on peut rester là toute l'année. Ça ne me dérange pas. Puisque, comme je dis, ça fait 50 ans qu'on se bat. J'étais même pas encore, j'étais déjà né. Qu'on se bat pour quelque chose. Là, ce sont pour nos petits-enfants que nous sommes en train de voir si on arrive à laisser quelque chose pour eux. À 16h30, les personnes sur les barrages n'ont pas de retour des négociations, mais semblent plutôt confiantes. On écoute juste les infos à la radio, comme c'est en direct, on essaie de voir qu'est-ce que ça donne. Nous avons écouté un petit peu à la radio ce qui se passe. Apparemment, ça a l'air d'être en bonne voie. Et nous souhaitons en tout cas que ça soit le cas et que tout se termine. Ce serait bien si tout se terminait ce soir en tout cas. Une chose semble sûre, la décision quant à la levée des barrages reviendra uniquement au collectif. C'est le collectif qui décidera. Parce que moi je ne peux pas parler pour le collectif. C'est en fonction de ce que nos hiérarchies nous disent qu'on réagit. Nous avons commencé un combat qui a été, je dirais, très dur. Maintenant, si le collectif décide de le continuer et de ne pas s'arrêter parce que les résultats escomptés n'ont pas été obtenus, nous allons suivre le collectif jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Et je vous le disais, les représentants des collectifs et les élus sont en ce moment reçus en préfecture pour restituer les travaux réalisés ensemble. Jonathan Lariot a eu le temps de recueillir une réaction juste avant l'entame des discussions ce soir. Écoutez. Nous allons reprendre les discussions sur les différents points où est-ce qu'il y a encore des écarts, on va dire comme cela. Donc c'est très important, on espère avancer ensemble, trouver des points d'entente pour après présenter un document peut-être finalisé à la population tout à l'heure. Qu'est-ce qui selon vous sera possible ce soir en fait? Écoutez, je ne veux pas être présomptueux de quoi que ce soit, on espère juste que les discussions vont avancer bon train et qu'on trouvera des solutions aux différents points de blocage. Est-ce qu'on peut peut-être imaginer un déblocage ce soir ou pas? Ça va dépendre du gouvernement, encore une fois. S'il y a des avancées concrètes, oui, c'est possible, mais après on ne s'avance pas, on y va à tâtons. Et alors que le collectif pour la Guyane décollait épluchait les mesures du fameux document à renvoyer au plus vite au gouvernement, le préfet de région déclarait de son côté que le protocole d'accord était rédigé et prêt à être signé hier. Propos nuancés par le collectif, il y a bien eu des avancées, mais des ajustements devaient encore être apportés. On écoute le représentant de l'État, puis Davy Riemann au micro de Natacha Maltaverne. Ce projet, c'est un projet de protocole qui est le fruit d'un travail qui a été fait entre des propositions que nous avons reçues
des propositions que le gouvernement a faites et des corrections, des ajouts, des amendements qui ont été faits par les uns ou les autres, pas tous, mais nous estimons que maintenant il faut que nous puissions avancer, que la Guyane puisse se tourner vers l'immédiat, vers son avenir. Son avenir, c'est d'abord que les gens puissent circuler librement en Guyane. Son avenir, c'est aussi que la rentrée scolaire, les examens puissent se dérouler correctement. Je signale par exemple que nous avons actuellement des examens très importants de recrutement de professeurs, vous l'avez sans doute entendu, que ça concerne l'emploi, ça concerne la formation, ça concerne l'éducation. Il faut vraiment que nous puissions revenir à la normale. Nous pouvons dire qu'il y a des avancées significatives, concrètes, donc nous accueillons cela positivement. Nous avons fait quelques modifications par rapport à leurs contre-propositions, que nous avons fait partir au niveau du gouvernement et à nos élus aussi, parce qu'ils apposeront leur signature. Tel que par exemple aujourd'hui le gouvernement légitime les 2,1 milliards, je rappelle leurs éléments de langage. Au départ, le Premier ministre avait qualifié d'irréaliste. Dans un deuxième temps, le président avait dit, on ne dit pas non mais il faut expertiser. Maintenant, ils nous disent, ok, voilà 2,1 milliards, mais dans le plan de convergence. Donc nous, c'est là-dessus qu'on tique un peu, on dit bon, on n'est pas tellement d'accord que ça soit dans le plan de convergence. Donc on a fait une nouvelle proposition, que ces 2,1 milliards soient dans un cadre bien spécifique par rapport à la réalité guyanaise et non dans le plan de convergence. Ils ont validé le principe pour le projet Guyane qui sera la phase 2 de la mobilisation, parce que tous les Guyanais vont y participer et sur toutes les thématiques. Ils ont validé aussi le projet in fine de ce projet Guyane sera validé par nos élus et, après le travail de la population guyanaise. Du débat sur la partie évolution statutaire. Ah oui. Donc cette évolution statutaire pourra être faite que si le projet Guyane aboutit. Et sachez que le comité de suivi réclamé par le Premier ministre devait être officiellement lancé cet après-midi, mais cela ne sera possible qu'une fois le protocole d'accord signé et donc approuvé par les deux parties. En bref, également, le collectif des autochtones de Guyane annonce se retirer du mouvement mené par le collectif pour la Guyane décollée. Il l'a fait savoir par voie de communiqué, je cite, après plusieurs jours d'un retrait imposé par ce collectif pour la Guyane décollée, le groupe indique désormais reprendre des négociations directement avec l'État. Il rappelle au passage que des états généraux des peuples amérindiens se déroulent en ce moment et jusqu'à samedi au village Pierre à Saint-Laurent et déboucheront sur une série de décisions. Ils se disent aussi au bord de l'asphyxie. Les membres du club hôtelier ont rencontré ce matin le président de la CTG pour faire le point sur les travaux engagés par la collectivité en matière de tourisme, également pour aborder la motion adressée par le secteur à la ministre des Outre-mer. Ils réclament un plan d'urgence de redressement de l'activité touristique qui viendrait d'ailleurs s'ajouter à la grande campagne de communication promise par la ministre. On écoute Hélène Paul, vice-présidente du club des hôteliers, interrogée par Natacha Maltaverne. C'est une opportunité pour nous aujourd'hui de pouvoir inclure cette démarche-là pour que la Guyane prenne son envol. La Guyane est un département qui a été oublié malheureusement par l'Europe et même par la France, nos pères. Et c'est à nous de relancer et de réclamer sans cesse ce dédommagement, cette forme de dédommagement, parce que c'est un dédommagement. Nous avons évoqué des points bloquants, notamment un, c'est le vaccin de la fièvre jaune. Bon, on est tous conscients que ça soulève des polémiques, puisque nous sommes entourés de pays voisins où il y a encore malheureusement on va dire, ces problèmes de fièvre jaune. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on trouve un consensus parce que il y a des bateaux, des croisiéristes qui passent chaque année au large de la Guyane. Il va falloir trouver un accord, ne serait-ce que pour ces personnes. Et vous avez également des personnes qui viennent en transit. De l'ordre de 6 à 7 heures, et à cela, on ne peut pas leur demander un visa ou même une fièvre jaune pour transiter 6 à 7 heures dans le département. Des réponses nous doivent être retournées sur cette demande, c'est sur la surtaxe carburant qui sera un vrai levier économique pour la Guyane. Au-delà, j'insiste bien, au-delà de l'aspect touristique.
On poursuit avec cette image. Plusieurs kilos de restes de poissons déposés devant les deux principales entrées du consulat du Brésil, route Saint-Antoine. C'est la désagréable découverte faite par le personnel de l'instance ce matin. Les déchets auraient été déversés à cet endroit pendant la nuit. Les auteurs n'ont pas été identifiés, mais le personnel y voit des représailles face à la pêche illégale. Le consulat est fermé depuis plusieurs semaines et n'assure qu'une permanence d'urgence. 94 millions d'euros, c'est le budget adopté au sortir de plusieurs heures de séance plénière par la communauté d'agglomération du centre littoral ce matin. Un budget qui augmente d'environ 50%. Objectif pour la présidente, renforcer l'investissement. Les taxes augmentent donc sur les entreprises, mais celles des ménages diminuent dans 4 des 6 communes de la CACL. Précision, Ayodele Germa. Une séance de 4 heures pour le vote du budget de la CACL ce matin. On retiendra une augmentation de la taxe versement transport qui passe de 1,05% l'an dernier à 1,80% cette année, ce qui représente 310 € sur un SMIC brut à reverser par l'employeur à l'URSSAF. Cette recette concerne 20% des entreprises privées de plus de 11 salariés et 80% des services publics et d'État. Selon le directeur de cabinet de la CACL, cette augmentation permettra de concrétiser le projet de transport en commun en site propre, dont l'échéance est prévue à l'horizon 2030. L'augmentation du versement transport ne vient pas comme ça. Ça vient dans un processus et dans une réflexion qui est menée par la CACL depuis 2016, notamment à travers un pacte fiscal, financier et de solidarité entre les 6 communes qui composent la CACL. Et il faut maintenir la capacité financière de la CACL pour ce projet-là, et puis pour les projets qui viendront, pour cette mandature, et puis pour la mandature qui est projet. D'où la proposition là qui est mise sur la table sous réserve d'une consultation qui n'a pas encore pu avoir eu lieu avec les contributeurs du versement de transport pour augmenter, pour mettre ce taux de versement de transport au taquet, c'est-à-dire au plafond, c'est-à-dire à 1,80 au lieu de 1,05. Du côté des ménages de l'agglo, pas d'augmentation de la fiscalité, plutôt une baisse de la taxe de l'enlèvement des ordures ménagères des communes de Macouria, Matoury, Montsinéry, Tonnet-Grande et Roura, en dessous de la barre des 14,5%. En tout, le budget de la CACL s'élève à 94 millions d'euros, excédentaire à 50% par rapport à l'an dernier. Pour la présidente de l'agglo, c'est davantage de marge de manœuvre pour investir. Je félicite les services financiers de la CACL qui ont vraiment travaillé, qui ont vraiment fouillé les tiroirs pour pouvoir justement proposer au conseil communautaire des budgets excédentaires et puis nous rassurer, nous élus communautaires, puisque nous voyons bien que nous savons que c'est la CACL qui participe en tout cas à la commande publique et donc ça veut dire que pendant les 3 ans, nous allons continuer à investir, à continuer à réaliser notre projet de transport urbain pour rendre attractif notre territoire. Il fallait qu'on continue sur la même lancée, c'est-à-dire de faire des économies de l'épargne pour pouvoir réaliser le projet, parce qu'on risquait justement de perdre, par exemple sur le TCSP, 60 millions de subventions. C'est quand même pas rien, ça veut dire que nous avons des efforts à faire. Dès 2018, la CACL devrait pouvoir inscrire à son budget des dotations issues du milliard 80 promis par le gouvernement durant les mouvements sociaux en cours. Plus de 2000 rubans jaunes et rouges accrochés aux barrières du rectorat. Ils ont été installés là mardi soir par le pôle éducation du collectif pour la Guyane décollée. De petits nœuds qui symbolisent chacun des enfants non scolarisés sur le territoire. Écoutez les précisions de l'une des représentantes du collectif des 100 000, Alexia Sellos, interrogée par Charlotte Fleury. Bien, on a eu l'idée, suite aux croix qu'il y a sur la palmisse, de mettre en fait des rubans pour symboliser au niveau de l'éducation le nombre d'élèves qui sont non scolarisés. Eh bien, c'est le pôle éducation à UNAG, on s'est dit, et pourquoi on ne faisait pas quelque chose d'aussi marquant que les croix. On était parti sur plein d'idées, des chaises, des crayons, mais on est vraiment resté sur l'idée des rubans à la fin. Les rubans, déjà, c'est pour l'innocence de la jeunesse, quelque chose de très frivole. Et les couleurs, pour rappeler les couleurs du drapeau, parce que c'est quand même rouge et jaune sur fond vert. Et aussi le rouge, c'est un peu la couleur du sang, c'est une couleur assez barbare et on voulait vraiment faire cette symbolique-là aussi. Là, on en avait mis 2022 au départ, 2222. Aujourd'hui, il y en a plus parce qu'au fur et à mesure, des enfants sont concernés par cette symbolique
et veulent rajouter leurs rubans pour représenter d'autres choses aussi poignantes et symboliques que nous. Là, on a mis les rubans pour qu'ils restent, pour même après le mouvement, que les gens du rectorat, les gens qui passent par là se souviennent de ce mouvement-là et se souviennent, n'oublient pas en fait pourquoi on se bat, pour le nombre d'élèves qui ne sont pas scolarisés, vraiment notre bataille. Et après, les projets, c'est vraiment de continuer à négocier après ce mouvement-là. Cette information à présent, une fusillade a éclaté peu après 20 h sur les Champs-Élysées à Paris. Un policier a été tué, son assaillant a été abattu, un autre homme blessé. Attentat revendiqué par Daesh. Tout de suite, plus de précisions par une journaliste sur place. Champs-Élysées, Julie Guillot, vous êtes sur place pour BFM TV. On voit donc cette avenue, le haut de cette avenue qui est toujours bloquée. Vous nous le confirmez, le déploiement de forces de l'ordre extrêmement important. Oui, exactement. De très nombreux policiers se sont positionnés tout autour de cette partie haute de l'avenue des Champs-Élysées pour boucler le périmètre. On voit également tous les services de l'État qui sont mobilisés. De nombreux camions de sapeurs-pompiers sont là. Les militaires du plan Sentinelle ont également été mobilisés et ils entourent toute la place de l'Étoile qui pour l'instant est toujours ouverte à la circulation. Nous avons vu également les hommes de la BRI, la Brigade Recherche et Intervention, Brigade d'élite, toujours mobilisés dans ce genre de situation. Pour l'instant, le périmètre n'est pas officiellement sécurisé. Il est simplement bouclé. Les forces de l'ordre sont en train de faire le travail qu'elles ont à faire dans ce genre de situation. La scène de crime, l'endroit où les coups de feu ont été tirés a été figé. C'est le porte-parole du ministère de l'Intérieur qui nous l'a appris. Mais pour l'instant, le quartier continue d'être surveillé, notamment par l'hélicoptère de la préfecture de police qui survole la zone depuis de nombreuses minutes maintenant. Et on voit donc une certaine fébrilité chez les forces de l'ordre tant que ce périmètre n'est pas entièrement sécurisé. Les touristes, les personnes qui se trouvent à proximité des Champs-Élysées sont invités à reculer et la préfecture de police appelle tout simplement toutes les personnes se trouvant à Paris à ne pas se rendre dans ce secteur des Champs-Élysées où pour l'instant toutes les forces de l'ordre sont mobilisées sur cette opération de sécurisation. Julie Guillot qui est avec David Couloum sur les Champs-Élysées ce soir sur BFM TV. Ces images que vous découvrez en direct, l'ensemble de ces gyrophares malheureusement sur les Champs-Élysées pour tenter de sécuriser la partie haute, juste en dessous de la place de l'Étoile comme vous le rappelez Julie à l'instant. Le journal de BFM TV a retrouvé justement juste après notre journal. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité développée chez nous. Une sortie de crise en vue. Toujours aucune confirmation à cette heure, mais les collectifs et les élus se sont concertés sur les accords de Guyane. Document présenté en ce moment aux représentants de l'État. Un protocole d'accord devrait donc être bientôt signé. Et pendant ce temps, les blocages ne bougent pas. Les militants mobilisés assurent toujours leur maintien et leur animation. À la Crique-Fouillée, les barragistes restent connectés aux médias dans l'attente des annonces collectif. Et puis la CACL votait ce matin 94 millions d'euros de budget, une hausse d'environ 50% par rapport à l'an passé. Objectif, selon la présidente, renforcer l'investissement, mais les taxes diminuent sur les budgets des ménages. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas donc le journal de BFM tout de suite. Ce sera juste après votre météo. Très bonne soirée à vous. À demain.